Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Évidemment, nous faisons un focus aujourd'hui et dans ce numéro sur le ministère du Commerce. La question principale, comment est-ce que ce secteur s'est porté durant l'année 2019? Quelles sont les perspectives pour la nouvelle année en termes de réforme? Évidemment, c'est la question principale que nous posons à celui qui est notre invité du jour, Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur Boubacar Bari, qui nous reçoit ici dans les locaux du ministère du Commerce. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir et bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat. Bonjour. Alors, début d'année, comment vous l'amorcez? C'est vrai que nous sommes déjà en fin janvier, mais ça reste le début de 2020. Comment vous l'amorcez? Merci beaucoup. C'est tout à fait un plaisir de m'exprimer encore sur votre plateau afin d'éclairer un peu la lanterne de nos compatriotes sur les activités du ministère du Commerce. Le début de l'année est dans la continuité de l'année 2019. Vous savez que depuis que j'ai été nommé à ce poste de ministre du Commerce par son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons entamé une série de réformes pour permettre de mettre à niveau le ministère du point de vue institutionnel et du point de vue organisationnel. C'est ce travail qui est en cours, commence à porter ses fruits dans certains secteurs, sur d'autres, nous sommes en train de continuer à travailler. Et donc, pour le début de l'année 2020, c'est la continuité dans les réformes. Bien. Et donc, on va tout de suite parler justement de bilan, comme vous l'avez dit, de continuité des actions de 2019. À ce titre-là, quel bilan on peut dresser pour votre secteur? Mais avant ça, il y a des sujets plus actuels, plus brûlants, on va dire, qui ont marqué le secteur ces 2 jours. C'est d'abord cette question d'importation de marchandises. On a appris l'information juste hier. Est-ce que vous confirmez ou pas qu'il y a une interdiction d'importation des marchandises à travers les frontières? Est-ce que cette interdiction est vraie? Bon, ça dépend de la compréhension qu'on a de la terminologie. Il n'y a pas d'interdiction, il y a une suspension. Une suspension. Ce qui est complètement différent. Pour des questions de sécurité, le temps pour l'administration de prendre les mesures adéquates afin de renforcer les contrôles au niveau de nos frontières pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Donc c'est une mesure transitoire qui n'est pas une mesure définitive qui va permettre aux services de sécurité de se déployer et de mettre en avant tout leur savoir-faire pour pouvoir contrôler les activités des uns et des autres sur le territoire national. Vous savez que nous sommes entourés par des poches de conflits régionaux à travers certains pays limitrophes tels que le Mali avec les problèmes du Sahel, ainsi de suite. Donc il est important d'être vigilant, de faire de manière à ce que ces activités terroristes ne puissent pas être contagieuses dans notre environnement, surtout dans un environnement très fragile où nous sommes dans un processus d'évolution démocratique très mouvementé. Voilà, et qui nous permettrait de pouvoir avancer un peu dans la construction de la démocratie. Oui, alors même si nous restons dans le cadre de la suspension, dès lors que ceux qui exercent dans le domaine du commerce apprennent qu'il y a une suspension des importations de marchandises à travers nos frontières terrestres, voilà, je veux dire, ça fait réagir beaucoup de gens et c'est ce qui s'est passé depuis hier. Est-ce qu'il y a eu une sorte d'alerte et quelles sont ces alertes qui ont fait que vous avez pu prendre cette décision? Écoutez, voilà, si l'administration ne prend pas de décision au hasard, si l'administration prend une décision, c'est qu'il y a des informations et des recoupements d'informations qui ont permis de prendre cette décision. Vous savez, c'est une question aussi de prévention et de sécurité. Quand la Guinée a été attaquée par le phénomène Ebola, nous avons bien des pays limitrophes qui ont fermé leurs frontières, bien sûr, pour ne pas permettre aux Guinéens et les marchandises guinéennes de pouvoir entrer dans leur territoire au risque
de se voir contaminé par la maladie, alors qu'on savait que la contamination ne se faisait pas par les aliments, se faisait uniquement par le contact physique. Ça, c'est des mesures transitoires qui peuvent arriver, mais comme j'ai dit, c'est une mesure transitoire. Nous sommes signataires d'accords régionaux, nous sommes membres de la CEDEAO, qui consacre la liberté de circulation des biens et des services, mais il est aussi de notre devoir de prendre les dispositions réglementaires qu'il faut pour pouvoir protéger nos populations et protéger le territoire national. Donc, comme je l'ai dit, c'est une mesure transitoire, ce n'est pas un truc définitif. Peut-être que dans les 72 heures ou un peu plus, les frontières seront ouvertes, les échanges vont continuer, mais avec un peu plus de mesures de sécurité pour s'assurer que ce qui se passe dans les meilleures conditions. Oui, parce que c'est sûr que le temps de la suspension transitoire d'importation de marchandises, les camions vont voilà, il va y avoir une sorte de queue à nos frontières, mais d'ici là, vous serez en train de mettre une sorte de dispositif de contrôle. Est-ce qu'on va, ça veut dire que dorénavant, on va fouiller tous les contenus des camions qui rentrent dans le pays avec des marchandises pour savoir exactement qui rentre avec quoi? C'est tout à fait normal. Il faut qu'on sache ce qui rentre dans le pays. Est-ce que les gens rentrent avec des armes? Est-ce que les gens rentrent avec de la drogue? Est-ce que les gens rentrent avec des produits prohibés ou des produits impropres à la consommation? Il faut bien qu'on le sache. Donc le processus de contrôle doit être de rigueur et il doit être permanent. Qu'on soit en période de turbulence ou non, nous devons pouvoir contrôler tout ce qui rentre et sort du territoire national. Donc cette période de suspension ne saurait durer? Non, je ne pense pas qu'elle va durer. Bien. Alors, pour passer à autre sujet brûlant, je parlais aussi de cette question d'augmentation du prix de pain. C'est vrai que quand on parle de pain, ça concerne beaucoup de gens, sinon tout le monde. Alors, un beau matin, on a vu justement les boulangers dire qu'ils sont amenés, ils sont obligés d'augmenter le prix de la miche du pain parce que à leur tour, ils prenaient le sac de farine à un prix qui n'était plus comme avant. Et donc, il y a eu, je crois, des négociations entre vous. Alors, à date, comment est-ce que le problème a été géré? Cette augmentation, elle a été due à quoi en réalité? Parce qu'effectivement, les gens n'ont pas compris. Il est vrai que les acteurs dans le secteur de la boulangerie ont profité de cette revalorisation du prix, du léger prix du sac de ciment pour bondir. De farine? De farine, pardon, pour bondir et augmenter le prix de la baguette sur le marché. Alors qu'en réalité, il n'y avait aucune incidence majeure sur le prix du pain. Nous avons un accord tripartite avec les industriels et les associations qui fixe un seuil au-delà duquel le prix du pain ne doit pas varier. Et ce seuil ne doit pas dépasser 250 000 francs. Avant l'augmentation, le sac de ciment, le sac de farine coûtait 240 000 francs sur l'un des fournisseurs et 230 000 francs sur l'autre. La signature de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine ont ouvert le marché chinois aux entreprises américaines, ce qui permettrait aux entreprises américaines de déverser énormément de blé sur le marché chinois. Et cela a augmenté, bien entendu, puisque c'est une question d'offre et de demande, a augmenté la valeur en cotation en bourse du blé. Et cette répercussion qui était de l'ordre de 33 $ la tonne a bien entendu favorisé la flambée des prix de matières premières. Mais rapporté à nos réalités ici, cet impact de 33 $ la tonne équivalait à environ 40 francs guinéens. D'accord. Si on le rapportait à la baguette. 40 francs guinéens sur le sac. Sur le sac. Donc ça ne représente absolument rien. Mais les opérateurs qui sont dans le secteur ont d'autres préoccupations parce qu'on ne fait pas le pain qu'avec la farine. Il y a d'autres ingrédients qui entrent en jeu. Il y a le sel, il y a la levure, il y a les combustibles, principalement le bois. Notamment le bois. Qui coûte excessivement cher. Vous savez qu'il y a beaucoup de restrictions aujourd'hui dans la gestion
de nos zones forestières et dans la commercialisation du bois, ce qui a revalorisé aussi les coûts en interne et créé beaucoup de difficultés pour la commercialisation de ce produit. Donc le produit est devenu plus cher et bien entendu les gens achètent le bois beaucoup plus cher et ils veulent répercuter l'augmentation du prix du bois sur le prix du pain. Voilà ce qui explique un peu l'augmentation réelle. Donc quand nous avons discuté avec tout le monde, nous nous sommes entendus sur un certain nombre de principes et nous avons défini une feuille de route avec des objectifs à atteindre sur la base des préoccupations des uns et des autres. Et ce qui nous a permis de trouver le consensus, de ramener le prix du pain à son prix initial, de 1500 et 3000 francs la baguette, en attendant que nous puissions trouver des solutions idoines aux problèmes récurrents des boulangers. Mais comme je le dis, il faut aussi que le secteur se modernise. Bien sûr. Nous sommes le seul pays aujourd'hui dans la sous-région qui continue à fabriquer du pain avec du bois de chauffe. Et déjà, nous avons beaucoup de problèmes de déforestation, beaucoup de problèmes de protection de l'environnement. Et les problèmes énergétiques sont en train d'être résorbés par la construction des barrages hydroélectriques et de Swapiti et bientôt de Amaria. Donc, en parlant de modernisation, je vais vous amener tout à l'heure sur le terrain de cette promesse faite par le chef d'État en parlant de conteneurs. De four à conteneurs. Mais je reste d'abord sur le prix du pain. Est-ce que ça veut dire que, à date, après les négociations que vous avez eues dans la même salle ici avec l'association des boulangers, les industriels, que le prix du pain revient? Ah oui, bien sûr, le prix du pain est revenu sur... Donc tous les vendeurs de pain... le prix du pain est revenu à 3 000. Que ce soit à Conakry comme à l'intérieur du pays. Ça, j'ai les remontées d'informations de mes directeurs préfectoraux, des inspecteurs sur le terrain, et le prix du pain est revenu à la normale. Voilà. Donc ça veut dire que le prix du pain, l'augmentation n'aura duré que quelques jours, donc après cet accord trouvé ou retrouvé entre les trois parties, donc le prix du pain est revenu à 3 000, ça veut dire que le boutiquier de mon quartier devrait observer la même consigne pour ne plus qu'on achète le pain à 3 500. C'est très important, la question du pain, c'est sensible. Alors, en parlant de modernisation justement du secteur du pain, le président a beaucoup magnifié cette initiative concernant la distribution des fours, comment vous appelez ça? Des fours industriels. Des fours industriels, des conteneurs, des fours à conteneurs. Alors, est-ce que c'est réalisé maintenant sur le terrain ou est-ce que c'est en vue? Le processus est en cours. Le président a défini cette initiative parce qu'il a le souci d'aider à améliorer le cadre de travail de différentes organisations socio-professionnelles. Ce n'est pas que dans le secteur de la boulangerie. Dans beaucoup de secteurs, le président a des initiatives. Et nous, en tant que ministère technique, nous nous approprions les idées, les orientations de Monsieur le Président de la République pour les traduire en objectifs concrets, en créant le cadre réglementaire qu'il faut, l'environnement qu'il faut, ainsi que la méthodologie devant permettre aux uns et aux autres de pouvoir accéder à ces équipements et pouvoir les rentabiliser. Parce que ce n'est pas aussi des choses qui sont faites de façon gratuite. Voilà, il faut pouvoir faire des études bien précises pour savoir comment est-ce qu'il faut les implanter, comment est-ce qu'il faut les gérer, comment est-ce qu'il faut les rentabiliser et surtout comment est-ce qu'il faut les multiplier. Parce que pour le moment, ça va être un programme pilote. Au terme de l'évaluation qui va être faite de ce programme pilote, ce programme va être élargi au-delà de Conakry à l'intérieur du pays. Est-ce que les spécimens, si on peut dire comme ça, de conteneurs à four sont là, sur place? Oui, les spécimens existent. Le président a fait venir des spécimens, les industriels eux-mêmes du secteur ont fait venir des spécimens. Bien. Nous avons fait le point avec le ministère de l'Habitat pour disposer de sites potentiels pour ce programme pilote. Ces sites sont disponibles, donc nous allons lancer l'opération. Et cela fait partie des recommandations que nous avons retenues lors des concertations que nous avons eues avec les associations et les coopératives de boulanger. Voilà, c'est aussi clair que ça, pour tous ceux qui voulaient justement entendre cela, d'une des voix les plus autorisées, elle vient donc du ministre du Commerce,
Évidemment, il y a eu un accord tripartite industriel dans le domaine de la farine, association des boulangers et le ministère du Commerce. Le prix du pain est revenu à la normale, donc à 3 000 pour la grosse miche ou la grande miche, et puis 1 500 pour la petite. Donc c'est clair, nous allons parler d'autres sujets plus ou moins sensibles dans le secteur, mais aussi parler du bilan en quelques minutes, mais après la pause thé dans la deuxième partie de Café Débat. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité du jour, c'est M. Boubacar Bari, ministre du Commerce. Vous l'avez donc compris dans la première partie de l'émission, des sujets, on va dire des sujets brûlants de dernière minute. Ceux qui ont bien entendu appris qu'il y a eu une suspension d'importation des marchandises via nos frontières, c'est bien vrai, sauf que c'est temporaire, ça ne saurait durer le temps de mettre sur place plus de dispositifs de sécurité en termes d'importation, de contrôle de tout ce qui rentre via nos frontières, vu le climat qui prévaut dans le pays, mais en dehors de nos frontières. Et puis, augmentation du prix du pain, cela n'aura duré que quelques jours. Désormais, les prix sont revenus là où ils étaient avant. Ça veut dire que tous ceux qui maintiendront le prix au-dessus se feront frapper par une sorte de pénalité, on va dire comme ça. Pour revenir, monsieur le ministre, il y a d'autres sujets brûlants. C'est cette affaire de ferrailleurs. Ces derniers temps, on les a vus très agités. Les ferrailleurs qui disent que le ministère a donné une sorte de monopole à une société de la place en termes d'achat des ferrailles. Et que eux, ils ne sont plus autorisés à exporter cette ferraille-là. Donc il y a un problème en fait. Ils se disent, selon ce que nous apprenons, c'est que cette société du nom de Odav n'arrive pas à absorber le volume de ferraille que eux ils collectent. Quel est le fond du problème? Est-ce que vous êtes en train de trouver une solution à tout ça aujourd'hui? Vous savez, le problème fondamental qu'on a dans ce pays, c'est que les gens sont réfractaires au changement. Nous sommes en train d'aider à la réorganisation des différentes filières. Et la ferraille fait partie de ces filières. Il se trouve aujourd'hui que nous avons des difficultés de visibilité et de traçabilité de l'activité dans ce secteur. Et nous avons demandé à ce qu'un travail de fond soit fait pour identifier et classifier les acteurs dans le secteur et faire de manière à ce que les unités industrielles que nous avons localement puissent pouvoir fonctionner. Le constat qui a été fait, c'est que, les opérateurs qui sont industriels en la matière sont aussi exportateurs de ferraille. Il reste bien entendu qu'à l'époque, toutes les qualités de ferraille, de métaux ferreux produits comme déchets ne pouvaient pas être absorbés par les unités industrielles. Mais avec les modernisations et les transformations qui ont été faites localement, toute cette ferraille peut être absorbée par les unités industrielles. Sur place. Quelle que soit la catégorie, sur place. Donc nous avons dit, privilégier d'abord l'approvisionnement des unités industrielles, le surplus pourrait être exporté. Nous sommes entendus avec eux, nous avons mis en place des procédures et des mécanismes pour permettre d'identifier et de faire de manière à ce qu'il y ait une traçabilité sur leur activité. Des centres de tri existent, des centres de pesage existent, mais les opérateurs ne veulent ni passer par les centres de tri, ni passer par les centres de pesage, parce que dans le processus de collecte et d'emmagasinage de la ferraille, ils trichent. D'accord. Voilà, dans les conteneurs... Donc ils ont des bascules qui ne... Dans les conteneurs, on ne doit pas pouvoir mélanger les types de ferraille. D'accord. Ils arrivent des fois à ce qu'ils rajoutent des produits prohibés dans les conteneurs pour les faire évacuer. Ils arrivent même à substituer la ferraille par des cailloux pour faire le poids. Donc nous avons dit que tant que les règles ne sont pas respectées, nous allons bloquer le système de manière à ce qu'il y ait une certaine visibilité. Bien entendu, cela ne plaît pas à certains ceux qui sont plus des démarcheurs que des industriels ou des acteurs pour pouvoir assainir le secteur. Donc voilà un peu ce qui a fait tout ce bruit. Bon, nous sommes sereins, nous continuons le travail de l'enfant. Nous avons dit qu'il faut qu'ils soient tous identifiés, catégorisés en termes de collecteurs, en termes d'acheteurs, en termes d'exportateurs,
pour que chacun puisse faire son travail et que nous puissions sortir une structure de prix de la ferraille pour qu'on sache combien coûte la ferraille et qui gagne quoi dans quelle activité. C'est ce qu'ils ne veulent pas faire dans la transparence. Donc ça veut dire que parmi ces gens-là qui travaillent dans les ferrailles, aujourd'hui, vous n'avez pas d'interlocuteur clair? Si, il y a une fédération. D'accord. Il y a une fédération qui existe, avec laquelle nous sommes en discussion. Il y a des coopératives qui sont affiliées à cette fédération. D'accord. Mais il y a des personnes autres qui ne sont ni membres de coopératives, ni membres de fédérations, qui ont une certaine influence sur l'environnement, qui sont des hommes d'affaires, qui ne sont ni ferrailleurs, ni collecteurs de ferraille, ni industriels de la ferraille, qui s'immiscent en représentants des ferrailleurs pour pouvoir contrôler le marché. Mais ça, je dis non. Je dis non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un certain monsieur Adama Sidibé, d'origine malienne, de nationalité malienne, qui est ici dans le secteur de la ferraille, ce qui est tout à fait normal compte tenu des accords que nous avons dans le cadre de la CEDEAO, mais qui veut s'ériger en tant que président de l'Union des ferrailleurs de Guinée, alors qu'il n'est pas guinéen. On ne voit pas comment est-ce qu'un étranger, de quelque nature que ce soit, peut venir assurer la présence d'une fédération nationale guinéenne. J'ai dit non, ça ne marchera pas comme ça. Donc pour le moment, nous avons pris des mesures conservatoires qui consistent à bloquer l'exportation de la ferraille jusqu'à nouvel ordre, le temps de mettre de l'ordre et de mettre en place les procédures. Et donc vous êtes en train de mettre de l'ordre justement? Bien sûr, c'est en cours. Cette usine, cette industrie ODAF dont il parle, est-ce qu'elle arrive tout de même à absorber le maximum ou la totalité du volume de ferraille? Je crois qu'elle arrive à absorber. De toute façon, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. La société se plaignait qu'elle n'avait pas la matière première, alors qu'elle-même elle exportait. D'accord. Donc on lui a dit, il faut quand même, vous ne pouvez pas faire deux poids, deux mesures. Vous avez une usine localement, vous avez des déficits en matière première, alors que vous avez la matière première avec vous et vous faites de la spéculation en exportant. C'est du temps que vous n'exportez pas. Absorbez la matière première localement. Et ça préserve d'abord les emplois locaux, ça crée de la richesse nationale. En cas d'excédent. Voilà, en cas d'excédent, maintenant on verra le mécanisme qu'il faut mettre en place pour que vous puissiez expédier ça à l'extérieur. Bien. Donc on va suivre de près cet autre problème, on va dire comme cela. Pour parler finalement de façon panoramique du secteur, une fois encore, on est en début d'année, un survol du secteur, qu'est-ce qui a marché ou pas. Et là, ça m'amène à la première question, c'est d'abord, comment on va dire, la balance commerciale de notre pays. J'ai lu certaines statistiques où on disait qu'en 2019, par exemple, entre janvier et février, on avait une statistique de 133 importations de produits divers contre seulement 2 exportations. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça veut dire que notre balance commerciale se porte mal jusque-là? Oui, bien sûr. Le problème, c'est qu'il faut apprécier par rapport à la vérité des chiffres et à l'activité réelle sur le terrain. Qu'est-ce que nous exportons? À part la bauxite. À part la bauxite. Qu'est-ce que nous exportons en termes de produits agricoles, de produits transformés? Pratiquement rien. Donc la balance, elle est positive parce que l'impact de la bauxite est extrêmement important. Peut-être quelques produits agricoles, je sais pas. Les volumes importants d'exportation de la bauxite qui ont bondi en 2 ans pratiquement du triple. Et cela explique un peu la balance positive. Au niveau des produits agricoles, avec le café, le cacao, l'anacarde, le développement de la production se fait crescendo. Les autres produits, c'est très très lent. Il y a des programmes de renforcement de capacité des acteurs, d'accompagnement des acteurs, de relance des filières. Par exemple, la filière Anana, il y a un appui avec l'Union européenne sur un projet avec le concours de l'ONU pour booster le secteur. Nous avons des programmes et des projets de développement de chaînes de développement agricole à travers le pays financés par nos partenaires au développement qui vont aider à booster et à améliorer l'environnement de ces activités agricoles. Mais aussi, il y a beaucoup de programmes
d'aide à la transformation. Parce que c'est ça qui est important. La plus-value la plus importante, c'est la transformation industrielle. Absolument. D'aide à la transformation pour permettre aux opérateurs de pouvoir générer encore plus d'argent. Mais si la balance est si déficitaire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de potentialité de produits qu'on puisse exporter, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une absence de véritable politique de commerce extérieur bien structurée? Je ne dirais pas qu'il y a une absence de politique. La démarche existe. Aujourd'hui, nous avons fini par mettre en place une stratégie nationale de promotion des exportations avec l'appui du Centre international du commerce extérieur. Nous avons restructuré l'Agence guinéenne de promotion des exportations, qui est l'organe dédié à l'accompagnement des acteurs pour valoriser les exportations guinéennes. Cette institution a été dotée de tous ses organes juridiques pour son efficacité, a été dotée des moyens financiers pour son efficacité et commence véritablement à jouer son rôle par l'aide et l'accompagnement à aux organisations socio-professionnelles et surtout au développement des mécanismes culturels et des mécanismes de commercialisation. Bon, la Guinée, à travers cette institution, est de plus en plus présente sur le marché africain et le marché international pour vendre l'image du pays, vendre le potentiel du pays, qui n'est pas simplement agricole, qui est aussi artistique et artisanal, et qui peut permettre de pouvoir générer beaucoup de ressources pour le pays. En termes de cartographie, est-ce que la Guinée a une sorte de schéma, en termes d'échanges commerciaux, a une sorte de schéma de débouchés qui lui sont traditionnellement viables, où on a besoin de nos produits, quelle que soit la nature, et sur lesquels vous travaillez à toujours optimiser? Non, on a des marchés, on a des marchés potentiels qui sont les marchés de l'Asie et les marchés de l'Amérique. Les marchés de l'Amérique, avec les avantages que nous avons sur les accords de l'AGOA, si nous les exploitons rigoureusement, nous pouvons mettre énormément de produits sur le marché américain sans paiement de droits de douane ou de droits d'entrée sur le sol américain. Mais cela est assujetti au respect d'un certain nombre de règles et de normes. Parce que le problème, quel que soit le volume du produit que nous avons, si nous n'avons pas la possibilité de le certifier à la qualité et de montrer qu'il est de qualité, il va être extrêmement difficile. C'est le cas du poisson, par exemple. Voilà, il va être extrêmement difficile de l'écouler sur le marché. Les exigences des normes internationales sont telles qu'aujourd'hui, si vous voulez être sur le marché mondial, vous devez respecter un certain nombre de règles. Et donc nous travaillons aussi à la codification de ces normes de qualité par, d'une part, le renforcement des capacités opérationnelles de l'Office national de contrôle de qualité. Et là, il y a eu beaucoup de restructuration. Nous avons un projet d'acquisition pour 2,5 millions de dollars d'équipement qui arrive à partir de fin février ici à Conakry. Le laboratoire devant les infrastructures devant accueillir ces équipements-là est déjà mis à niveau. Vous aurez l'occasion au moment opportun d'aller les visiter et de faire des comptes rendus conséquents là-dessus. Et cela va nous permettre à terme de pouvoir aller à la certification. Nous avons signé des accords avec le laboratoire de Dakar, par exemple, pour pouvoir permettre au laboratoire de Conakry de pouvoir, disons, apprendre de l'expérience et de la qualité de ces laboratoires-là pour que nous puissions nous mettre à niveau le plus rapidement possible. Il y a des débouchés, il y a des pays qui sont bien, ou dans lesquels nos produits sont bien prisés, mais il faut respecter les normes de qualité, comme vous l'avez dit. En parlant de commerce extérieur, j'ai à l'idée encore la question du guichet unique du commerce extérieur qui a été lancé officiellement ici, et je crois même par le président de la République. Quel est l'effet de ce guichet sur le commerce, sur le secteur en termes de retombées financières? Écoutez, on vient de lancer le guichet, donc je n'ai pas encore les éléments de mesure pour vous dire quel est l'impact réel du guichet unique sur les activités commerciales. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'objectif du guichet unique, c'est de faciliter les transactions commerciales. C'est d'aider les opérateurs à faire leurs activités de façon plus rapide, plus transparente et plus cohérente. En termes de paiement? Quel que soit, en termes de procédure, en termes de paiement, en termes
de recouvrement. Le guichet doit pouvoir permettre de gagner énormément de temps, puisqu'on dématérialise complètement les procédures, de manière à ce que l'opérateur ne puisse pas se promener à travers la ville dans 1001 services pour pouvoir obtenir des documents nécessaires à son activité. De ses activités, et qu'il ait une seule plateforme qui lui permet de régler tout ça en 24 heures, 48 heures maximum, et disposer de sa marchandise sur le terrain. Et cet instrument-là, on va dire qu'il est à cheval entre votre ministère et celui du budget, ou il est plutôt rattaché à votre ministère? Bon, écoutez, c'est l'administration. L'administration est un tout. Chacun a un rôle à jouer. Le ministère du budget, à travers la Direction nationale des douanes, collecte énormément de ressources pour le trésor public. Le ministère du commerce aussi avait des volets de collecte de ressources fiscales pour le compte du ministère, au compte du trésor public à travers la DDI, DDE. Donc c'est tous ces services-là qui sont en train d'être regroupés sur la même plateforme pour rendre plus fluide le processus. Alors, comment on va dire, pour terminer sur ces questions de réforme, la dernière fois que je vous ai eu en émission, vous avez dit que vous étiez en train de mettre de l'ordre dans le secteur, notamment cette question de statut de commerçant. Qui est commerçant et qu'est-ce qu'il doit présenter pour dire qu'il est commerçant? Et à ce titre, vous avez dit que vous étiez en train de mettre en place le système de cartes de commerce que chaque commerçant doit avoir. Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau? Est-ce que le modèle de carte de commerçant est émis et que les gens sont en train de se doter de cette carte-là? Oui, bon, le processus conceptuel est terminé. La phase opérationnelle est lancée. Le démarrage a été fait pour les cartes de commerçants. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas être dans un secteur et ne pas avoir une visibilité de ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi, dans quel secteur, qui est commerçant, qui ne l'est pas. Donc cette carte de commerçant va nous permettre de les catégoriser par secteur d'activité, par zone et par type, pour que nous puissions les identifier d'une part et puis sécuriser leur activité. Donc qu'on soit grossiste, demi-grossiste, importateur, exportateur, revendeur, étalagiste ou quoi que ce soit, artisan, chacun pourra bénéficier de la carte équivalente à son activité. Et tout ça va être consolidé dans une base de données qui va nous permettre d'avoir une visibilité sur le nombre d'acteurs qui interviennent dans le secteur du commerce à travers la Guinée, par région naturelle, par préfecture, et si nous voulons même par quartier et district. Donc c'est un travail évolutif qui va être fait. Ce travail est lancé et j'ai un spécimen déjà avec moi ici. Tous les jours, les gens commencent à demander. On a un processus de communication qui va être lancé ces jours-ci pour informer davantage les populations pour l'acquisition de cette carte professionnelle. Parce qu'on a appris que ceux-là qui n'auront pas cette carte de commerçant, pour ce qu'on appelle des importateurs le plus souvent, qui sortent pour aller en Chine ou Dubaï ou je ne sais pas quoi, si vous n'avez pas cette carte, vous ne pourrez pas avoir par exemple les visas commerçants. Bien sûr, nous avons je vous ai dit que c'est des cartes biométriques. Donc nous allons mettre en place des équipements, des liseuses de cartes pour s'assurer de l'authenticité de ces cartes. Nous avons écrit aux différentes ambassades pour demander à ce que cette carte soit exigée lors de la demande d'établissement de visa des opérateurs pour que nous restituions vraiment la dignité qu'il faut aux opérateurs guinéens. Nous avons demandé à la douane d'en faire une exigence dans les procédures de dédouanement. Nous avons demandé au ministère de la Sécurité et au ministère de la Sécurité dans le cadre de l'établissement des passeports et des cartes d'identité, puisque la profession est indiquée sur ces documents, qu'ils en fassent une demande obligatoire de présentation de la carte professionnelle. Nous avons demandé également aux impôts, à l'APIC pour la création d'entreprises. Donc la carte va avoir son importance et cela va montrer aux opérateurs que avoir la carte professionnelle, c'est une identité. La profession est une identité, il n'y a pas de sous-métier.
Et la profession sera sécurisée? Absolument. Parce que certains se servent du secteur du commerce pour escroquer La profession va être sécurisée, au moins on va savoir qui fait quoi. Aujourd'hui, tout le monde se dit commerçant, alors que tout le monde n'est pas commerçant. Bien. Il y a tellement de choses à dire sur le secteur du commerce parce que c'est carrément une sorte de république dans le monde des départements ministériels. Mais pour terminer, peut-être en une minute, comme je disais au titre des bilans, qu'est-ce que le secteur a apporté à l'économie dans son ensemble, sur le cordon douanier et tout, et qu'est-ce qui n'a pas peut-être été fait. Et comme vous avez parlé de continuité tout à l'heure, de 2019 à 2020 en termes d'action, quelles sont les perspectives pour terminer? Quelle est l'activité principale de la douane? C'est collecter des ressources. Bien sûr. Elle collecte des ressources comment? Par les activités commerciales. Donc cela montre, démontre que l'activité commerciale est au cœur de l'économie nationale. L'influence est telle que vous le sentez tout de suite. Dès qu'il y a une activité commerciale moindre sur le terrain, les recettes diminuent, vous voyez l'impact, même du point de vue investissement, sur les activités gouvernementales. Donc le commerce est l'activité transversale qui régule complètement la vie de la nation, et ne perdez pas de vue également que près de 70% de notre population active est dans ce secteur. Qu'il soit formalisé ou pas formalisé, les gens sont dans ce secteur. Donc il faut faire de manière à ce que le secteur continue à jouer son rôle, mais à jouer encore plus positivement son rôle en collectant le maximum de ressources possibles pour l'administration. Et en termes de perspectives? Bon, les perspectives restent les mêmes. Nous pensons pouvoir continuer à apporter les réformes, développer l'activité commerciale, assainir l'activité commerciale, jouer notre rôle, surtout dans les enjeux nouveaux qui se présentent à nous. Vous savez que nous allons aller dans la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, très rapidement. Et si nous ne nous mettons pas à niveau de façon à être compétitifs et à être présents sur le marché africain, nous risquons plus d'être une société de consommation qu'une société de production. Alors que notre objectif, c'est de produire le maximum possible pour créer le maximum de ressources possibles pour le pays, afin de faire face aux exigences et aux enjeux liés au développement de la nation. Bien sûr que nous aurons le temps de parler de cela, bien sûr, l'impact de la ZLEC sur le milieu du commerce dans notre pays, pourquoi pas, et d'autres sujets qui concernent le secteur. En tout cas, merci, Monsieur le ministre, de nous avoir reçus pour ces sujets plus ou moins pertinents, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le spécimen donc. Voilà le spécimen de la carte biométrique de commerçant. Voilà. La carte biométrique avec la bande magnétique derrière de projection, et la carte sera de cette façon, infalsifiable. Elle est d'une validité de 2 ans, donc tous les 2 ans elle va être renouvelée. Et à quel prix chaque personne devra... Bon, les prix varient en fonction de la catégorisation. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. Ce fut un plaisir. On se retrouve demain avec notre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.